RVVS, le MAG. Alors que l'actualité internationale fait partie de notre quotidien, qu'il s'agisse en Europe du conflit russo-ukrainien ou encore à l'extérieur de nos frontières, mais nous concernant directement avec les lubies du président américain d'annexer le Groenland, il est plus qu'important d'avoir un devoir de mémoire à effectuer entre le rapport qu'ont les Américains, j'allais dire les véritables, et le continent européen. C'est ce qui vous anime depuis des années avec les recherches que vous avez effectuées et que vous continuez de faire. Denis Van Den Brik, bonjour. Bonjour. Vous êtes auteur et aussi attaché de presse. Vous travaillez sur la préservation de la mémoire entre ces hommes qui ont débarqué en Normandie un certain mois de mai 44, mais il n'y a pas que ce mois-là en question. Et c'est en ce sens que votre dernier ouvrage, qui va paraître incessamment, résonne comme un véritable éclairage sur ceux qui sont à l'origine de la libération de la France, les visibles, les un peu plus oubliés, les invisibles et un peu plus oubliés. Le livre, on va en parler dans un instant, c'est le Crépuscule des Aigles, toute une série que vous avez composée. Mais qu'est-ce qui vous fait plonger dans cet univers du débarquement des Américains et de ceux dont on ne parle pas ou dont on a peu parlé? Très longue histoire qui naît chez moi avec le visionnage du film Le Jour le plus long, avec ces héros américains magnifiques, et que je me suis attaché à décrypter, à découvrir au long des décennies, et au point d'avoir la chance de rencontrer les derniers survivants et de comprendre un petit peu ce qu'était leur histoire, de comprendre ce qu'étaient ces jeunes Américains qui ont débarqué en Normandie, qui étaient pour la plupart tous nés dans les années 20, c'est-à-dire qui avaient connu la Grande Dépression, qui avaient dû se battre pour survivre en tant qu'enfants, travailler, essayer de ramener un petit peu quelque chose à la maison. Et c'est ces mêmes jeunes garçons qu'on va retrouver dans l'enfer de la Seconde Guerre mondiale, en Normandie, dans les Ardennes, aux Pays-Bas et jusqu'en Allemagne. Et c'est une saga qui m'a toujours fasciné, qui me fascine encore aujourd'hui, de ces jeunes Américains qui avaient 20 ans, qui n'avaient absolument aucun intérêt idéologique particulier à venir se battre ici, à venir se battre, faire les guerres que leurs propres parents et grands-parents avaient refusé de faire en quittant justement cette Europe belliqueuse où il fallait se battre en permanence, 19e siècle, 20e siècle, qui était parti dans cet Eldorado qui s'appelait l'Amérique, et là où ils ont refait leur vie, et ben ce sont ces enfants-là qui ont décidé de leur plein gré, en ce qui concerne notamment les parachutistes, puisque tous les parachutistes américains de la Seconde Guerre mondiale sont des volontaires, de mener cette guerre-là, de passer 2 ans, 3 ans de leur vie à souffrir dans les champs de bataille européens pour libérer cette Europe et repartir chez eux ensuite. C'est marqué sur le frontispice du cimetière de Colville, il y a marqué « Ils étaient venus pour libérer et non pas pour conquérir ». Votre ouvrage va parler, qui va sortir au printemps, de la 101e colonne airborne en France. C'est un leitmotiv de tous vos ouvrages ou là c'est un focus particulier sur la 101e? C'est un focus particulier. La 101e airborne, c'est une des divisions très connues de tous les gens qui s'intéressent un petit peu de près ou de loin, notamment chez nous en Normandie au débarquement, puisque c'est une des 2 divisions aéroportées qui a sauté sur la Normandie, qui a libéré le Bas-Cotentin avec la 82e airborne. Cette division est toujours active, elle nous défend toujours puisqu'elle est déployée actuellement en Roumanie, en Estonie et en Pologne. Et cette division-là, on connaît ses exploits en Europe, puisqu'ils sautent en Normandie, ils sautent aux Pays-Bas dans le cadre de l'opération Market Garden, ils vont être encerclés toute une semaine à Bastogne durant la bataille des Ardennes. Mais ce qu'on connaît moins, c'est ce qui s'est passé entre-temps. Et c'est ce que ce livre s'attache à rattacher, parce que il y a bien sûr les combats que tout le monde connaît. Il y a des combats un peu plus obscurs, notamment en Alsace. Donc c'est un premier passage en France, en Alsace, en février 45. Mais avant cela, cette division est mise au repos à Mourmelon en décembre 1944, puis de nouveau mise au repos après la campagne d'Alsace, de nouveau à Mourmelon en Champagne. De là, ils vont occuper l'Allemagne et l'Autriche à la fin de la guerre. Et quand la guerre est terminée, ils s'attendent à être déployés au Japon. Les bombes atomiques de Nagasaki, d'Hiroshima mettent fin au second conflit mondial. Et la division se retrouve un petit peu comme ça, perdue en Bourgogne, à Sens, à Joigny, à Auxerre, où ils attendent d'être ramenés aux États-Unis, puisqu'il y a quand même pratiquement 4 millions de soldats américains en Europe. Et après la guerre, il faut bien les ramener. C'est pas une chose facile. Et ces pauvres garçons-là vont passer comme ça 3 mois en Bourgogne jusqu'à ce que la division soit inactivée. Donc cette 101e airborne qui a libéré tout ce Bas-Cotentin, elle a aussi une histoire avec l'ensemble de la France et cette histoire elle est méconnue. Le Crépuscule des Aigles, c'est le titre générique, traite des phases donc méconnues de l'histoire de la 101e durant le second conflit mondial. Et il y a les secrets. Est-ce que c'est bon à dire? Est-ce qu'il fallait le dire? Est-ce que vous vous êtes fait des ennemis?
J'ai pas encore la notoriété pour me faire des ennemis. Non, parce que c'est des choses qu'on ne sait pas, mais qui sont essentielles dans la vie de ces Américains qui ont décidé de consacrer leur vie à la libération de l'Europe. Oui, tout à fait. Alors, il y a toutes sortes d'anecdotes qui vont des plus amusantes. De Tom Rice, ce parachutiste du 501e régiment de parachutistes de la 101e Airborne, qui m'a fait l'honneur de me demander d'écrire ses mémoires. Il ne voulait plus mettre un pied en France parce qu'il pensait que les Français lui en voulaient, parce que, me disait-il, et j'ouvre les guillemets, nous avons mangé toutes leurs poules. Voilà, donc ça c'était le côté un petit peu, il fallait survivre sur le terrain. Il y a des choses un petit peu moins drôles, et notamment lorsque cette division se retrouve effectivement en Bourgogne après la guerre, avec plus aucune raison d'être sur le territoire français. Là, ça se passe vraiment pas très très bien avec les Français. Les Français en ont marre de cette occupation. Les Français veulent reconstruire la France. La France, notamment, on imagine la Bourgogne, et les ponts sont détruits, tout est détruit, il faut tout reconstruire. Il y a ces jeunes Américains un peu oisifs qui ont de l'argent, qui ont beaucoup de dollars dans les poches, qui récupèrent toutes les filles, et là ça se passe pas très très bien, quoi. Mais c'est effectivement l'histoire de ces jeunes, je reviens à ces jeunes qui ont 20 ans, qui volontairement décident de s'engager, qui se retrouvent en Europe, là où leurs aïeux n'ont plus voulu vivre parce qu'on n'arrivait pas à s'y faire une place. Ils viennent pour libérer cette Europe-là, et sans idéologie, puisque donc une fois que leur boulot est fait, ils reprennent le bateau et ils rentrent chez eux, et ils se retrouvent comme ça dans cette Europe un petit peu déphasée. Les combats sont terribles. Après les combats, c'est un moment un petit peu où ils se trouvent un petit peu perdus. J'ai des exemples de suicides qui ont eu lieu à Mourmelon, d'officiers supérieurs, d'officiers renommés, d'officiers qui s'étaient illustrés sur les champs de bataille, et qui, quand ils se retrouvent au repos à Mourmelon, ils prennent leur 45 et se tirent une balle dans la tête. On ne sait pas pourquoi, ils laissent pas de message, mais donc ça témoigne bien un petit peu de ce qu'a pu être cette stress post-traumatique qui déjà existait en 1944 et en 1945, bien sûr. Ces coulisses qui sont peu ou pas connues, comment vous avez réussi à les récupérer? C'est des témoignages, des rencontres. On sait qu'il y a eu une période où on a fait pas mal d'hommages par rapport au débarquement. Est-ce que c'est des rencontres qui ont facilité Comment ça s'est passé? Oui, bien sûr, les rencontres. C'est vrai que Internet a favorisé depuis les années 2000 les contacts outre-Atlantique, et donc j'ai pu les multiplier avec des historiens qui étaient déjà très versés sur ces histoires-là, et qui m'ont mis sur la piste d'archivistes, qui m'ont mis sur la piste d'autres historiens, des familles de vétérans eux-mêmes. Malheureusement, il n'en reste plus beaucoup. Une petite poignée, peut-être la 101e Airborne, il y en a peut-être 50 qui restent encore sur les 19 000 soldats qui sont passés dans les rangs de la 101e Airborne, donc c'est effectivement très difficile de les retracer. Je pense que je suis arrivé peut-être 10 ans, 15 ans en retard, mais j'ai eu la chance de rencontrer quelques-uns qui avaient, comme à l'image de Tom Rice, qui avaient encore toute leur tête, qui avaient vraiment toutes sortes d'histoires à raconter, et j'ai eu la chance de pouvoir les côtoyer et de m'imprégner de ce qu'avait vraiment été cette saga incroyable pour ces jeunes Américains entre 1943 et 1945. Ces anonymes, ces héros et leurs familles, certains ont pu lire vos livres précédents. Qu'est-ce qu'ils vous ont fait comme retour? Alors, ils sont incroyablement reconnaissants, pas seulement à moi bien entendu, mais à tous les Français, à tous les Normands qui les célèbrent tous les ans au mois de juin. Ils comprennent pas, ils pensent qu'ils n'étaient pas aimés, ils pensaient qu'ils étaient tombés dans l'oubli. C'était il y a 80 ans, on oublie. C'est pas vrai, il y a une reconnaissance, une gratitude qui s'exprime tous les ans en Normandie, et ils voient mes livres justement comme un signe d'une reconnaissance qu'ils n'auraient jamais imaginé qu'un jeune Français puisse un jour s'intéresser à leur histoire. Eux, ils ont passé 80 ans à essayer d'oublier ce qu'ils avaient vécu, et que ça intéresse encore des gens, ça les fascine totalement, oui. Un jeune Français parfaitement bilingue, ce qui facilite la collecte d'informations. Les 4 autres livres précédents, c'était sur des épisodes particuliers, des mouvements particuliers? Oui, j'ai vraiment fait un focus parce que le maire de la ville de Carentan-les-Marais dans la Manche m'a demandé de l'aider à sortir entre guillemets 40 ans de l'oubli, et c'est vrai que 40 ans mérite largement d'être mis sur le devant de la scène. On a été un petit peu écrasé par Sainte-Mère-Église et le fameux film Le jour le plus long pendant ces dernières décennies, mais la grande bataille qui permet la réussite du débarquement américain dans le Cotentin et dans le Calvados, c'est la réunification des 2 plages américaines d'Omaha et d'Utah, et la clé de cette libération, c'est la prise de la ville de Carentan. Même Adolf Hitler l'a bien compris, puisque lui-même envoie toute la 17e division SS pour rejeter les Américains à la mer à Carentan. Ça va faire l'objet d'une bataille de plein exercice avec l'intégralité de la 101e Airborne qui va s'engager pour libérer la ville de Carentan, et donc permettre cette réunification et ce front continu américain dans le Bas-Cotentin. Il nous reste très peu de temps. Il y a de la sortie de cet ouvrage dans toutes les bonnes librairies
librairies, on peut le trouver partout? Oui, une petite recherche sur Internet, le crépuscule des aigles, je pense qu'on pourra le trouver assez facilement, oui. Et puis d'autres projets encore? Oui, bien sûr, d'autres projets, des projets liés à d'autres divisions aéroportées. Et le grand projet de ma vie, ce serait d'écrire toute cette saga de l'US Airborne, les aéroportées américaines de 1940 à 1945. Et ça nous donne une raison de plus de vous accueillir de nouveau dans les studios d'RVS. Merci beaucoup, Denis Van den Brink. Merci. Le crépuscule des aigles, la 101e Airborne en France, le récit à découvrir. Merci. RVS.